But she is a black woman. Okay, that's why Her I father agree with is a that. black I man from agree with Jamaica. that. But Now, is I she don't want to get into the African pigment. I American? don't No, want no, to get no, into no, the no, no, pigment no. issue. But is she African American? There's a difference. There's nothing wrong with that. No one is trying So to let's take go down. anything away Let's from go down her. into her lineage. I Let's go think down. you're falling. I think If you're you want to falling go into into the her trap of lineage, that. All she had to do was no, say, "I am black, no, but I'm not African American." That's it. Don, End Let of me story. say this. I'm not there's falling in actually a trap. I'm not falling in. Let me finish. Hold on. I'm not falling into a trap by that. When she goes down her lineage, many Africans landed in Jamaica and all these other Caribbean islands. So she could indeed Jamaica's be not America. African American mixed with others. But she is Jamaica's not America. But she is a black woman. She was Jamaica born did not here. come out of Jim Okay, well Crow. let's go. Coucou, Ketsom, psychologue, je reviens vers vous avec une vidéo, pas tant sur le colorisme, mais sur le déni de la gravité des ramifications du colorisme dans la communauté noire. Tous les journaux, ou la plupart des journaux, élèvent cette femme dans les médias en tant que la première VP noire. Excusez-moi, cette femme-là n'est pas noire. Cette femme-là est loin d'être noire, en fait. Bon, le sujet est bien plus deep que ça, en tout cas en ce qui concerne Kamala Harris, parce que, je veux dire, il y a des Noirs aux États-Unis, mais il y a des Noirs américains descendants d'esclaves, et ça, c'est encore, si vous voulez, pour couper court, une autre ethnie que les Noirs descendants d'immigrés, je veux dire, première génération, deuxième génération. C'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Donc, il y a plusieurs choses qui se jouent avec Kamala Harris. De un, est-ce qu'elle est noire? De deux, est-ce qu'elle est noire comme les descendants d'esclaves? Alors, les deux réponses, si vous voulez, pour ces questions, c'est no et no. Une des ramifications du colorisme en ce qui concerne Kamala Harris, c'est qu'elle devient la première femme noire VP alors qu'elle n'est pas noire. Donc, cette femme vole quelque peu ce trophée de première femme noire puisqu'elle ne l'est pas. Donc, voilà une des ramifications du colorisme. Donc les États-Unis, on sait qu'ils ont cette histoire de One Drop Rule, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le sang d'une personne est teinté de sang, entre guillemets, noir, est considéré comme noir. Donc c'est vraiment ça, aux États-Unis, en tout cas, le début du colorisme. Alors je m'étends sur le colorisme et ses ramifications, mais ce n'est pas une raison pour faire du copier-coller avec la France. Parce qu'il semblerait qu'en France, il n'y ait pas en tout cas autant ce colorisme que l'on entend en Angleterre, aux États-Unis, dans les Caraïbes ou même en Afrique à certains endroits. La plupart des figures noires en France sont noires foncées. Donc on parle, je ne sais plus comment c'est quoi son nom là, celle qui fait partie du gouvernement, Lisbeth quelque chose. On voit Rokhaya Diallo, on voit comment elle s'appelle, Maboula. Et c'est des femmes vraiment noir foncé de peau. Pour la France, j'ai pas vraiment envie de parler de colorisme, en tout cas aussi grave que ça, en tout cas, disons, dans les institutions. Parce que bien sûr, il y a cette ramification institutionnelle qui est très importante. En fait, pour couper court, le colorisme, c'est du racisme intragroupe. Et il faudrait qu'il soit traité comme tel, en fait, parce qu'on parle de colorisme de manière superficielle, comme si le colorisme, c'était juste les hommes noirs qui ont une préférence pour les femmes plus claires. Si c'était seulement ça, à la rigueur, ce ne serait pas si grave que ça. Mais le colorisme, il cause des dommages physiques, psychologiques, émotionnels, éducatifs, économiques et relationnels pour les membres les plus à la marge. Donc les personnes les plus noires, les femmes noires, parce que ça ne touche pas de la même manière les hommes noirs. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, se joue le standard de beauté occidentale, et ce standard de beauté occidentale n'est vrai que pour les femmes. Du coup, ce sont surtout les femmes noires les plus foncées qui sont sujettes aux ramifications négatives du colorisme. Je pense qu'il est temps qu'on arrête d'infantiliser ce qu'on appelle la communauté noire parce que l'esclavage, parce que le racisme. Il est temps d'appeler un chat un chat. Le coloriste, c'est un raciste intra-groupe. Je peux encore avoir une certaine sympathie si le colorisme est effectué de manière inconsciente, parce qu'on est bombardé par des médias qui jouent un rôle dans notre façon de voir les choses. Donc, le colorisme inconscient, je peux encore l'excuser
jusqu'à ce que la personne connaisse la problématique. Même chose pour le racisme inconscient. Parce que je ne fais pas de géométrie variable. C'est-à-dire que si je suis dur avec le racisme, je serai aussi dur avec le colorisme. Si je suis dur avec le blanc raciste, je serai dur avec le noir. Qu'est-ce que je dis? Alors, normalement, on devrait être encore plus dur avec les siens que dur avec les autres. Plus dur dans l'intragroupe que plus dur dans l'exogroupe. Parce que quelque part, l'exogroupe, il ne nous doit pas grand-chose. Alors, je ne vais pas expliquer que le colorisme est un résidu du racisme, blablabla, parce que je trouve que c'est des excuses tout le temps pour caresser la bête dans le sens du poil. Et c'est bon, quoi. Je pense que tout le monde a compris en gros ce que c'était que le colorisme, mais un peu trop en surface. Surtout les personnes qui vous font croire que les femmes noires en tout cas les plus foncées, seraient jalouses des personnes les plus claires parce qu'elles ont la chance d'être convoitées par les hommes noirs. C'est pas tant ça le problème. Le colorisme, c'est-à-dire, est traité de manière tellement superficielle, même par les femmes noires. Parce que les femmes noires contribuent à la perpétuation du colorisme. Je vais essayer de pas trop m'égarer, parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet en fait. Je veux dire, tout le monde est complice dans ce qu'on appelle cette communauté noire de colorisme. Et pire sont ceux qui connaissent le problème et qui n'en parlent pas assez ou qui en parlent avec tendresse, qui en parlent avec compréhension. Non, c'est pas comme ça qu'on éradique le problème. Le colorisme commence quand en fait? Il commence avec les métis. Alors que les métis sont moitié noirs, moitié blancs. Donc je parle de métis bien sûr, blanc, noir. Qu'on ne me ramène pas les métis nigérians, camerounais là, c'est pas ce dont on parle. Tout le monde sait très bien de quoi on parle, mais les gens aiment bien faire semblant. On parle du ce qu'on appelle biracial, donc moitié blanc, moitié noir, puisque c'est ce métissage là qui est le plus problématique dans un contexte suprémaciste. Quand je dis ça, je n'attaque pas simplement les suprémacistes blancs, j'attaque aussi les suprémacistes coloristes, quoi. Parce que ce sont les gens qui maintiennent, qui perpétuent le statu quo, c'est-à-dire la supériorité, la suprématie en fait des blancs. Et ces gens-là sont à 100% problématiques pour ce qu'on appelle la communauté noire. Alors je dis toujours ce qu'on appelle la communauté noire, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Moi je ne souscris pas à ce terme-là, mais je sais que la plupart souscrivent à ce terme-là, donc je l'utilise. Alors si on parle de la France ou de la Belgique, je trouve qu'il semble ne pas avoir de problème entre les histoires américaines là, de light skin et de brown skin et de dark skin. Donc il n'y a pas tant ce problème entre noirs, entre femmes noires. C'est-à-dire que si tes deux parents sont noirs, tu es noir, que tu sois light skin, brown skin ou dark skin. On n'a pas cette même histoire du one drop rule en France, si ce n'est que la médiatisation de la culture américaine dans tout l'Occident and abroad devient aussi problématique pour les Noirs qui veulent unifier toute cette communauté noire éparpillée dans le monde comme un, alors qu'on n'est pas du tout un groupe monolithique. This is a conversation for another day. Ce qu'on remarque par contre, c'est ce dont j'ai parlé dans une autre vidéo qui s'intitule « La contribution des femmes métisses à l'invisibilisation des femmes noires », c'est que certaines femmes métisses veulent pénétrer le groupe des femmes noires. Sans respect ni rien, c'est-à-dire parce qu'elles savent que les personnes noires, justement parce qu'il y a le colorisme, elles pensent qu'elles peuvent tout simplement entrer dans ce groupe-là alors qu'elles ne sont pas spécialement invitées, alors qu'elles ne sont pas noires. Et pourquoi elles font ça? Parce qu'il est plus simple, tout le monde le sait, il est plus simple d'entrer dans le groupe des personnes noires que d'entrer dans le groupe des personnes blanches. Et donc, les femmes métisses, certaines femmes métisses, ont tendance à se considérer comme femmes noires. Avec la médiatisation de la culture américaine, elles pensent qu'elles sont dans leur bon droit, mais certaines femmes comme moi s'insurgent. Je n'accepte pas qu'une personne qui a un parent blanc vienne se considérer comme totalement noire. C'est pas possible, quoi.
Et constater cela ne fait pas de moi une hater. C'est même, je pense, bénéfique et avantageux pour les personnes métisses de ne pas être représentées en tant que noires. Je m'adresse aux femmes métisses qui se considèrent comme femmes noires. Si vous voulez être des alliés des femmes noires, le mieux n'est pas de vous représenter en tant que femme noire. Les premiers représentants des Noirs en Occident, il faut l'avouer, ce sont les Noirs américains. Du coup, la culture noire américaine a des répercussions sur la perception des Noirs, mais dans l'Occident en fait. De plus, sachant qu'il existe des Noirs depuis plus de 400 ans aux États-Unis, quand on veut faire des recherches sur le groupe des Noirs, sur la discrimination faite aux Noirs, tout ça, on est obligé de se référer à la littérature afro-américaine, et ça, c'est vraiment dommage. Les Anglais s'y mettent un tout petit peu plus, mais alors pour ce qui est de la littérature en France, que nenni, il n'y a pratiquement rien sur les Noirs. Et ça, c'est bien dommage parce que on a des difficultés à comprendre son propre environnement et donc parfois il y a du copier-coller avec ce que les Noirs vivent aux États-Unis et que c'est pas exactement ce qu'on vit ici, ou en tout cas c'est pas du tout la même amplitude. Par contre, le colorisme auquel je vais me référer semble être aussi à peu près le même genre de colorisme qui est vécu dans les Caraïbes. Et donc, question institutionnelle, ça devient très compliqué pour les femmes noires dans ces pays-là. Alors, voilà une ramification médiatique. Il y a quelques jours, le HuffPost a sorti un article sur la discrimination à l'emploi pour les femmes noires naturelles. J'ai pas très bien compris si c'était vraiment avec l'afro, si c'était avec les cheveux naturels. Tout le monde s'est tourné cet article-là pour plusieurs raisons. La première raison, soi-disant, les femmes noires seraient discriminées dans le milieu de l'emploi parce qu'elles ont leurs cheveux naturels. Malheureusement, en France, je ne sais pas si c'est vrai. En France ou en Belgique, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai. Il n'y a pas d'études là-dessus. Donc, il y a juste des soupçons, mais c'est peut-être la problématique, en tout cas, d'amener la culture américaine et croire que c'est sa propre expérience dans son pays. Pour ça, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai les cheveux naturels et j'ai jamais eu ce problème-là. Maintenant, c'est clair que je ne vais pas chercher de l'emploi avec mon afro. Donc, c'est pourquoi je me demande si c'était les cheveux naturels, si c'était les tresses, si c'était les afros, si c'était les locks. Bref, et c'est une étude, je rappelle, qui avait été faite aux États-Unis, pas dans un pays francophone. Donc, c'était fait aux États-Unis et puis en gros, c'était juste traduit, quoi. Ça, c'était le premier truc de l'article. Le deuxième, c'était la photo couverture de cet article-là qui mettait en avant une femme métisse avec ses cheveux bouclés lisses, quoi. Bon, après, tout est relatif, hein, ce sera peut-être pas lisse pour un blanc, mais pour les noirs, c'était des cheveux lisses. Enfin, bouclés, mais vraiment... Bref, c'était pas une fille avec les cheveux crépus, basta. Et donc, beaucoup de femmes se sont insurgées sur la photo. Comment on parle des cheveux crépus alors qu'on met une femme métisse qui n'a pas les cheveux crépus? Parce qu'on sait aussi qu'il y a des métisses avec les cheveux crépus. Et voilà, là, c'est pour ça que normalement, quand on parle de colorisme, on doit aussi intégrer le featurisme, qui est donc les traits plus ou moins fins de la personne, et le texturisme, qui est donc la texture du cheveu plus ou moins fin. Parce qu'il y a aussi une différence de traitement selon qu'on soit noir, mais aussi selon qu'on ait des traits fins, plus ou moins fins, ou qu'on ait donc les cheveux plus ou moins fins. Donc cette couverture médiatique, c'est en fait une ramification du One Drop Rule, c'est une ramification du colorisme, c'est une ramification du fait que les femmes noires ne protègent pas leur catégorie, ne protègent pas son groupe. Parce que, voilà quoi, si on parle de femmes noires, comment est-ce qu'on a pu mettre une femme métisse? Une autre médiatisation qui semble problématique pour très peu de personnes, mais dont je fais partie, c'est que on arrive à trouver des femmes noires foncées lorsqu'il s'agit de parler d'un problème de justice sociale. Pour mettre en couverture
les femmes noires les plus foncées quand il s'agit du struggle, quand il s'agit donc de la justice sociale et donc de représenter des femmes en lutte, là, il n'y a jamais aucun problème pour trouver des femmes noires foncées. Il est très rare qu'on mette en avant une femme métisse, hein, parce qu'à ce moment-là, pourquoi pas, hein, puisqu'on arrive à les trouver pour d'autres sujets qui concernent les femmes noires, dans une couverture concernant les justices sociales. Du coup, lorsqu'il s'agit de parler de beauté, de problématiques donc de beauté, ou d'élever une certaine beauté, là, tout de suite, on pense à la femme métisse, alors que quand il faut parler de tout ce qui est justice sociale, d'ailleurs même pas pour les femmes noires, mais justice sociale pour le reste du monde, là, il est normal de trouver une femme noire la plus foncée possible. Alors ça, c'est des ramifications de la problématique du stéréotype de la mama. J'en ai parlé. Les femmes noires en France, en tout cas, ne connaissent pas ce stéréotype-là. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mamifications, beaucoup de femmes noires, surtout les plus foncées, qui sont considérées comme les femmes qui doivent les justices sociales, donc contre l'injustice sociale. Et ces femmes noires ne s'en rendent pas compte et donc jouent un rôle dans la perpétuation du colorisme, un rôle déplorable pour elles-mêmes, parce qu'elles sont considérées comme les femmes qui doivent se battre pour tout le monde, sauf pour elles-mêmes. Et ce sont même les premières à considérer les femmes métisses comme des victimes d'autres femmes noires qui s'insurgent de la représentation des femmes noires par les métisses, qui vont même parler de colorisme inversé. Certaines femmes noires vont carrément refuser l'argument de femmes noires qui leur ressemblent ou des femmes noires qui sont plus foncées dans cette problématique de colorisme et vont même accuser ces femmes noires d'être jalouses sans prendre en compte le système qu'il y a derrière le colorisme, donc les problématiques systémiques qu'il y a derrière le colorisme. On est d'accord que le mariage est une institution. Dans la littérature, et selon ce qu'on voit clairement aux États-Unis et dans les Caraïbes, les personnes qui ont le plus de chances de se marier, les personnes noires hein, qui ont plus de chances de se marier, sont des femmes qui sont en tout cas dans le spectre plus clair de la couleur noire. Plusieurs études hein, qui illustrent ce problème, les hommes noirs considèrent comme premier facteur d'attractivité le poids et en deuxième facteur, la couleur. Donc, plus on est noir et plus on est grosse, moins on a de chances d'être choisi par les hommes noirs qui soient gros, qui soient plus noirs que ces femmes noires-là. Les hommes noirs que j'ai rencontrés, que ce soit des amis, des connaissances, n'importe qui, c'est comme ils vont jamais me choisir quand même parce que je suis une grosse femme noire, que je suis dark skin, puis que je suis pas genre palatable. I speak my truth, puis je m'en fous de tout, puis comme I guess je suis loud. Et pourtant, dans ces études, les femmes les plus noires sont plus attirées par les hommes les plus noirs. Alors là, il y a un certain déséquilibre à ce niveau-là, puisque les femmes noires, connues comme femmes super loyales, on ne sait pas pourquoi, mais super loyales, moi je dirais plutôt dysfonctionnellement loyales, elles sont plus intéressées par les hommes qui sont le moins intéressés par elles. Du coup, logiquement, c'est celles qui sont choisies le moins, donc celles qui se marient le moins. Alors pourquoi ça devient un problème? Ça devient un problème systémique. Le mariage est une institution et c'est une manière de s'élever économiquement dans la société, puisque là, il risque d'y avoir 2 salaires à la maison. Puisqu'on sait que les hommes hein, qui ont plus de richesse, plus d'éducation et plus de capital humain ont plus de choix dans le choix de
des femmes d'intérêt. Donc, ils peuvent choisir la femme selon sa beauté, selon son background éducatif et surtout selon son attractivité physique. Puisqu'on sait que les femmes sont bien plus jugées sur leur physique que les hommes. Parce qu'une femme qui n'a pas de richesse, qui n'a pas d'éducation, en tout cas peu d'éducation, peut avoir la chance d'être choisie par un homme riche, par un homme qui a plus d'éducation et plus de capital. Du coup, institutionnellement, dans le mariage, les femmes noires les plus foncées sont celles qui sont le moins choisies. La famille, c'est aussi une institution, l'institution familiale. Dans les familles, donc aux États-Unis et dans les Caraïbes, plein de recherches à ce sujet-là, il existe du colorisme. Et ce colorisme se traduit par une sorte d'abus, c'est de l'abus psychologique, même si elle n'est pas physique, c'est de l'abus psychologique, lorsque les personnes les plus noires, notamment les filles noires, sont maltraitées, sont moins bien traitées que les filles les plus claires. L'impact psychologique de ce colorisme commence très tôt. Donc très tôt, les filles noires apprennent à rester, entre guillemets, à leur place. Donc rester derrière. Et ce sont ces filles noires qui deviennent des femmes noires dans la société qui apprennent à céder leur place, en fait. Donc dans les Caraïbes et aux États-Unis, les femmes noires les plus foncées sont celles qui sont le moins représentées dans la société. Donc elles sont invisibilisées, elles semblent inexistantes. À l'école, c'est une institution aussi. Les filles, les plus noires, sont plus adultifiées que les autres filles. Et du coup, ces filles noires, les filles noires les plus foncées sont celles qui se font le plus réprimander. Ce préjugé est ancré dans l'esprit de certains enseignants. Je me souviens d'une enseignante d'espagnol que j'ai eue au lycée, dans un lycée de la capitale martiniquaise, alors même que j'étais la meilleure élève d'espagnol, mais de loin. Elle me méprisait, elle me détestait, mais au plus haut point. Si bien qu'on a fait un devoir, mais le devoir de l'année, où il y avait histoire de l'art, géographie, histoire du monde hispanophone, j'ai eu 15. C'est-à-dire que tout le monde s'est tapé une tôle. Il y a eu deux personnes qui ont eu la moyenne, moi et une fille, une métro. Elle a eu 11, voilà. Elle a félicité la métro, en disant vraiment c'est bien et tout, vous êtes tous nuls, machin et tout. Moi qui ai eu 15, elle n'a pas eu un mot pour moi. C'était un exemple, mais c'était le reflet de son comportement vis-à-vis de moi pendant toute l'année scolaire. Et bon, ça m'est arrivé une fois de façon, ça m'a vraiment marqué, mais j'ai pu assister à d'autres, au comportement d'enseignants qui, effectivement, sont biaisés par rapport à la couleur de peau des élèves qu'ils ont en face, que ce soit sur le fait de les sanctionner, la façon de s'adresser à eux, la façon de la notation, bien évidemment. Et je vous parle de ça, je suis professeur moi-même, donc voilà. Je ne sais pas si on s'imagine des enfants dans une classe qui vivent ce genre de discrimination dans ce genre d'établissement, comment ils se construisent, comment ils construisent leur concept de soi, mais surtout comment ils construisent leur estime de soi. C'est très tôt que les enfants, donc 5 ans, que les enfants comprennent qu'il y a donc hiérarchisation des races, hiérarchisation des couleurs, et qui apprennent donc à naviguer dans cette discrimination de manière dysfonctionnelle. Dans l'institution de la justice, les femmes noires les plus foncées seront en tout cas assujetties à des peines plus lourdes que les femmes noires les plus claires et que les blanches. Dans l'institution de l'emploi, il y a plus de chances qu'on prenne une femme
foncée, une femme noire foncée, pour des travaux manuels ou pour des travaux opérationnels, plutôt que des femmes claires. Donc tout ce racisme intragroupe institutionnel a des conséquences sur les revenus familiaux. Plus on est noir et plus les revenus sont bas. Donc du coup, c'est la même chose. C'est pour ça que j'appelle ça du racisme intragroupe. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on arrête de traiter ce sujet donc du racisme intragroupe, ce qu'on appelle le colorisme, comme quelque chose de superficiel qui toucherait simplement l'attirance, si vous voulez, des hommes noirs, l'attirance des hommes noirs pour les femmes noires. Non, 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 non. Il y a plus de ramifications économiques, du moins socio-économiques, mais aussi relationnelles et psychologiques. Parce que la perception des autres a une influence sur la perception de soi et donc a une influence sur notre vie. Les filles noires intériorisent ça donc très rapidement, à partir de 5 ans, et c'est des filles noires qui grandissent en tant que femmes noires, avec un self-esteem, avec un estime de soi de bas niveau, qui risque de se mettre en danger dans les comportements, dans les choix qu'elle va faire dans sa vie, quoi. Ces femmes noires risquent de croire qu'elles sont dans l'obligation de supporter le mauvais traitement, de supporter donc la maltraitance. Et clairement, aux États-Unis, c'est le cas. Parce que les femmes noires ne sont pas dignes d'être protégées, ne sont pas dignes d'être aimées, ne sont pas dignes d'être traitées avec le même respect que la personne qu'on peut mettre à je ne sais pas quel piédestal. Et vraiment, il est temps que les femmes noires se réapproprient leur vie en refusant la maltraitance perpétuée par le colorisme. Alors, quelles pourraient être les stratégies pour les femmes noires pour éradiquer ou en tout cas diminuer le colorisme dans leur vie, ou en tout cas diminuer les ramifications du colorisme dans leur vie? Alors déjà, je dirais, mais ça c'est vrai pour toutes les femmes noires, de ne pas accepter les métisses comme femmes noires. Les femmes blanches n'acceptent pas les métisses comme femmes blanches, donc je ne sais pas pourquoi les gens croient qu'on est censé les accepter comme femmes noires. Non, 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 je suis désolée. Vous êtes moitié blanche, moitié noire, vous n'êtes ni blanche ni noire. Je suis désolée, vous devez essayer de construire votre identité, mais sans saccager la nôtre. Je suis désolée. Et surtout, enfin voilà, qu'on ne vienne pas me casser les oreilles, je suis une maman d'enfants métis. Donc, mais je ne souscris pas au One Drop Rule, je ne souscris pas à tout le monde est noir, on est tous africains, tout ça, je ne souscris pas à ça. Et donc, il serait temps que tout le monde se mette au même diapason et donc refuse d'accepter les métis comme des femmes noires. Si tu as un parent blanc, ce n'est pas la même chose que si tu as 2 parents noirs. Tu navigues la société d'une autre manière. Deuxième stratégie, je dirais, pour les femmes noires, c'est de se protéger, de ne pas supplier les gens pour exister. À partir du moment où tu nais sur cette terre, tu as le droit d'exister. Faire de son mieux pour éviter les situations coloristes et aller là où on est valorisé, là où on est accepté, là où pas rester là où on est toléré, quoi. Une autre stratégie très importante pour les femmes noires, mais surtout pour les femmes noires foncées, mais je dirais en tout cas pour toutes les femmes noires, d'arrêter cette loyauté à sens unique avec ces hommes noirs. Il n'est pas normal que les femmes noires, du moins que les hommes noirs soient la préférence numéro 1 pour les femmes noires les plus foncées, alors que c'est la dernière préférence pour les hommes noirs. Donc arrêtez cette loyauté à sens unique, cette loyauté dysfonctionnelle. Ça ne paye jamais. Au contraire, on vous prend pour argent comptant et on vous maltraite parce qu'on sait que vous serez toujours là. La troisième stratégie est vraiment de dénoncer les coloristes, noirs, hommes ou femmes, même des blancs, hein. Ils peuvent être coloristes, hein, mais je pense que c'est vraiment... Bref. Alors, je suis quelqu'un qui accepte le colorisme ou le racisme ignorant, c'est-à-dire inconscient,
Mais à partir du moment où je t'ai prévenu que je ne supporte pas ce genre de situation, je ne supporte pas ce genre de réflexion, je ne supporte pas ce genre de comportement, je ne supporte pas ce genre de traitement, à partir du moment où tu es conscient de ça et que tu continues avec des comportements coloristes, tu sors de ma vie. À partir du moment où on paye seul ses factures, on n'est pas obligé d'accepter la maltraitance des gens. Pour arrêter cet abus, cette maltraitance, il faut qu'il y ait des conséquences. Et parfois, la meilleure conséquence pour soi, c'est de se retirer complètement. Pour se battre contre le colorisme institutionnel, je veux dire institutionnel macro, en tout cas institutionnel, là, ça devient bien plus compliqué, mais il y a quand même des choses à faire. Pour ce qui est des médias, de dénoncer, hein, comme quand le HuffPost, avec sa couverture de la femme métisse a tourné dans les réseaux, dénoncer que ça, ce n'est pas une femme noire, ça, c'est pas sa problématique, elle n'est pas censée être la couverture de ce problème qui est propre aux femmes noires. Mais surtout, de menacer, de boycotter, et si ça continue, de finalement boycotter toutes les émissions coloristes, tout ce qui est coloriste, de dénoncer ça. Il n'y a que comme ça qu'il y a des petites choses qui vont changer dans cette société. De boycotter, ou en tout cas de se désengager de ce genre de médias. Plus on est loin du spectre du standard de beauté blanc, plus on a l'habitude de pouvoir quand même s'identifier à tous les personnages, même quand ils sont blancs. Du coup, si on se rend compte qu'il y a du colorisme dans telle émission et que vraiment cette émission-là nous plaît, de la regarder en silence, sans rien dire. Pas de faire de pub sur ce média-là, pas faire de pub sur telle émission. Voilà, au moins garder le silence. De plus, avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui et tous les médias auxquels on a accès, nous permettent de choisir vraiment les images qu'on a envie de voir. Donc, je dirais aussi, pour les femmes noires qui ont besoin de se voir, vraiment d'aller chercher les images, les représentations dont elles ont besoin. Et à force de mettre en avant sa propre image, de manière positive, sa propre image de la beauté noire, tout ça, ça aide aussi à changer déjà sa manière de se voir dans cette société, de pouvoir se voir bien sûr comme des femmes aussi belles que d'autres, et de pouvoir promouvoir sa propre image. Et voilà, les gens vont suivre, hein, les gens vont suivre. Are you a part of the culture? Can you pull up on me? It's like 3 a.m. I got some feelings for you, so here we go again. You tried to leave me, but then you came right back. We fell off for a second, but now we back on track. Can we not play these games? I'm tired of switching lanes. Might go through others, but I know I'll always stay the same. You got some time to think it over, but believe you ain't going nowhere. Voilà, cette vidéo était plus longue que mes vidéos habituelles parce que vraiment le sujet est vaste, le sujet n'est vraiment pas superficiel, le sujet a des répercussions institutionnelles dans la vie des femmes noires et surtout celles les plus foncées. Donc il est très important de traiter le colorisme comme on traite le racisme et donc de commencer à appeler ça, parce qu'on sait que le racisme fait un petit peu plus trembler les gens, d'utiliser le terme racisme intragroupe. Je suis Kate Somme, psychologue, et mon ambition, c'est la contribution à l'amélioration du bien-être et de la santé des femmes noires. Peace.